Bonjour, bienvenue au cours. Nous allons aborder dans cette leçon les notions de communication avec l'ordinateur. Pour nous, les humains, la communication, les échanges nécessitent d'établir des protocoles, des langages d'échange. Il est de même lorsque nous voulons communiquer avec l'ordinateur. Les protocoles ici sont définis à travers les langages de programmation. Notons que la machine a un alphabet constitué de deux éléments, le 0 et le 1. Toute communication est donc une combinaison de 0 et de 1. Ceci est difficilement compréhensible par l'être humain. Il faut donc un intermédiaire pour assurer cette communication. L'intermédiaire ici pour nous, c'est le langage de programmation. Il existe plusieurs types de langages de programmation. Aussi, notons que on a différents modes de communication. On a le mode batch et le mode interprété. Le terme batch en informatique désigne l'automatisation d'un ensemble de tâches pouvant être exécutées sans l'intermédiaire d'un opérateur pour lancer ces opérations. Nous avons également le mode interactif dans lequel, pendant l'exécution, la machine peut demander à l'utilisateur de lui fournir des informations nécessaires au traitement. L'ordre que nous donnons à l'ordinateur se fait par l'intermédiaire de programmes. Il existe plusieurs types de langages de programmation. Nous avons le langage compilé, le langage interprété. La différence centrale entre langage compilé et langage interprété, c'est que le compilateur traduit une fois pour toutes le programme en un code exécutable. L'exécution de ce programme ne nécessite plus l'utilisation du compilateur. À l'inverse, l'interprète doit toujours être installé sur la machine pour exécuter un programme interprété. Il traduit instruction par instruction les instructions en langage machine. Ces instructions sont exécutées l'une après l'autre. C'est ce qui explique la lenteur des programmes interprétés. Nous avons également des langages assembleurs. En langage assembleur, les programmes sont écrits en langage de bas niveau, c'est-à-dire que ce sont des instructions directement compréhensibles par l'ordinateur. Un programme assembleur est fortement lié au processeur sur lequel il sera exécuté. Une fois que nous avons vu comment communiquer avec l'ordinateur, nous allons, comme le montre cette figure, donner les détails du processus que subit un algorithme avant d'être exécuté. Alors, l'algorithme est écrit en langage naturel qui peut être du français, de l'anglais, du chinois. Une fois traduit logiquement
les instructions à exécuter, nous pouvons passer à une vérification nous-mêmes à la main pour nous assurer que les étapes prédéfinies permettent d'aboutir au résultat escompté. Si ce n'est pas le cas, nous avons la possibilité de modifier l'algorithme proposé. Une fois la vérification faite et que le résultat s'avère être correct, nous passons à la troisième étape qui consiste à traduire le programme, l'algorithme donné, en langage de haut niveau, qui est donc un langage qu'on aura choisi, qui peut être interprété ou compilé. Alors, la traduction permet d'aboutir à un programme source qui, lui également, doit être vérifié. La vérification ici peut se faire par l'intermédiaire d'un compilateur. Si la vérification montre qu'il y a des erreurs, les erreurs ici, remarquons-le, seront des erreurs de syntaxe. S'il y a donc des erreurs de syntaxe, le compilateur nous le signale et nous avons la possibilité de revenir vérifier et corriger notre programme source. Une fois vérifié et qu'il n'y a plus d'erreur, on a le compilateur qui nous génère un fichier objet. Le fichier objet, qui est à l'étape 7, passe par un éditeur de liens qui, lui, va se charger de compléter le code par les codes de tous les sous-programmes qu'on aura appelés pendant l'écriture de notre programme source. Donc, si par exemple, vous écrivez un code dans lequel vous utilisez la fonction modulo, lors de l'édition de liens, on remplacera l'instruction d'appel de la fonction modulo par le corps de la fonction modulo. À cette étape, il peut y avoir problème si la fonction qu'on appelle ne se trouve pas dans la bibliothèque des fonctions. Donc, en ce moment, le code est rejeté et on se trouve à cette étape. Si l'édition de liens s'est bien déroulée, nous passons à l'étape 9, pendant laquelle le compilateur nous génère le fichier exécutable. Alors, ce fichier exécutable peut être utilisé sur toutes les machines. Une fois installé ou copié le fichier exécutable, nous pouvons l'exécuter. L'exécution ici reviendra simplement à double-cliquer sur le point exe ou sur le fichier exécutable. À cette étape, on n'est toujours pas sûr que le résultat est bon. Et à ce niveau, ce ne sont plus des erreurs de syntaxe qu'on va avoir, mais des erreurs de forme. C'est-à-dire que vous avez un problème à résoudre, vous avez proposé un algorithme, vous avez traduit l'algorithme en programme, dans un programme source. Il n'y a pas eu d'erreur de syntaxe, mais il y a une erreur de fond, c'est-à-dire que le processus que vous avez décrit ne permet pas de résoudre le problème. En ce moment, il faut revenir automatiquement à la première étape, qui est l'étape de conception de l'algorithme de résolution du problème. Nous avons, dans la figure précédente, décrit les étapes allant de l'algorithme au fichier exécutable. Dans cette autre figure, nous détaillons les étapes que subit un programme écrit dans un langage de haut niveau jusqu'à obtenir le programme exécutable. Alors, l'avantage ici, c'est que cette figure fait apparaître tous les composants utilisés, que ce soit des composants logiciels ou matériels. Donc, nous avons ici le système d'exploitation, nous avons le compilateur, nous avons l'éditeur de liens et les autres composants. Alors, c'est par l'intermédiaire du système d'exploitation
que le compilateur peut accéder au programme source, traduit donc ce programme en vérifiant dans un premier temps s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, on a un fichier qui est généré, c'est le fichier listing qui contient donc les erreurs et ensuite les lignes de code où se trouvent ces erreurs-là. Donc, une fois le fichier listing généré, on peut consulter et corriger le programme source. S'il s'avère qu'il n'y a pas d'erreur, donc on a OK là pour la phase de compilation, on passe donc au code objet. On génère ici le fichier objet. Après avoir généré le fichier objet, on a l'éditeur de liens qui nous fait donc l'édition de liens. Et après cela, la dernière phase, le compilateur nous génère un code exécutable. Nous avons dans cette leçon parcouru ensemble les modes de communication avec l'ordinateur, le mode batch, le mode interactif. Nous avons également présenté différents langages de programmation, langage compilé, langage interprété. Nous avons, à la fin de la leçon, décrit les différentes étapes que subit un algorithme avant d'être exécuté par un processeur. Dans notre prochaine leçon, nous allons aborder la notion de programmation pseudo-assembleur. C'est une notion très importante dans la mesure où elle va nous permettre d'avoir un aperçu de ce que devient notre programme une fois en machine. Merci d'avoir participé à cette leçon. Nous nous donnons rendez-vous dans la leçon numéro 3.